carrière dans le monde du sport judo, karaté, boxe chinoise. Ensuite, au début des années 80, il se lance dans la création d'entreprises, ce qui le conduit à devenir le fondateur de Troctan, l'ancêtre du premier système d'échange local, CEL, en France. Il crée ainsi la première caisse de compensation basée sur la réciprocité d'achat. En 1994, il s'installe au Canada, puis à New York City, et fait partie des pionniers de l'aventure Internet. De retour à Paris 8 ans plus tard, il enrichit son expérience d'une dizaine d'années de travail dans diverses disciplines du développement personnel, Rebirth, EMDR, psychogénéalogie, dynamique émotionnelle, méditation de pleine conscience. Depuis 10 ans, on peut le voir sur scène car il mène parallèlement une carrière de comédien au théâtre et au cinéma. Il est initié en franc-maçonnerie à Casablanca au Maroc, à la Grande Loge du Royaume du Maroc. Membre de la Grande Loge mixte de Memphis-Mizraïm à Paris, il a été 2 fois vénérable maître, c'est-à-dire président de l'atelier. Il est organisateur du premier festival d'humour maçonnique de Paris en 2018. Il est aussi le fondateur du réseau maçonnique www.onvarentrer.fr. Il anime de nombreuses chroniques maçonniques et autres blogs sur Internet. Et comme c'est un homme très très réaliste, c'est le seul parmi nos intervenants qui a pensé à apporter des bouquins qu'il pourra vous dédicacer à la sortie. Franck, vous avez la parole. Merci Jacques. Oui, j'ai la lourde tâche de... C'est toujours difficile quand on passe en dernier, parce que souvent on est un peu fatigué, ça a été long, on se dit bon, ça se termine à quelle heure? Et moi je vais vous parler de franc-maçonnerie. Alors parfois je me suis dit, tiens, quel dommage, j'aurais voulu parler, non pas de judaïsme, je n'y connais pas grand-chose, je travaille dans les rites égyptiens, j'aurais pu vous parler de rites égyptiens, mais ça n'avait rien à voir avec la conférence de notre professeur. Et j'aurais pu vous parler des arts martiaux, parce que c'est une partie effectivement de ma vie, et c'est une partie spirituelle. Parce que j'ai commencé par le sport, et puis un jour, je me suis dit, c'est bien de sauter dans tous les sens et de ramener des coupes et des médailles, mais ça conduit à quoi durablement? Est-ce que toute ma vie, je vais avoir mes médailles sur le placard, sur le dessus du buffet, puis dire aux enfants, petits-enfants, t'as vu papa ou papy après était champion. Et puis toute sa vie, de vivre sur du passé, ça ne me plaisait pas trop. Et je me suis dit, il doit exister autre chose. Faire le même mouvement pour détruire l'autre en cas de danger, ou faire le même mouvement pour se construire soi-même, c'est toujours le mouvement, c'est juste le sens qui change. Et un jour, j'ai rencontré un personnage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pierre Portocarrero. C'était il y a presque 40 ans maintenant. Et il m'a donné un sens différent, qui m'a amené de la spiritualité, qui m'a amené à avoir envie de rentrer en franc-maçonnerie. Et quelques années après, non pas parce qu'il est franc-maçon, mais parce que la spiritualité m'a conduit à la maçonnerie par des rencontres. Et puis, je rencontre quelqu'un qui me dit, il faut que tu fasses ta demande, tu serais très bien en franc-maçonnerie. Alors, j'ai fait ma demande, j'ai eu une première enquête, deuxième enquête, troisième enquête. Et puis, j'étais prête à rentrer, ça y est, c'était gagné, j'étais tout jeune, j'étais fringant et... Ça y est, je réussis l'examen. Et une dernière question absolument anodine. Êtes-vous prêt à prêter serment sur la Bible? Prêter serment sur la Bible. Évidemment que je peux prêter serment sur la Bible. J'ai été élevé chez les chrétiens, ma famille était chrétienne catholique, mais bien sûr. Donc l'enquêteur écrit, oui, il est prêt à prêter serment. Mais, je rajoute, vous n'êtes pas obligé de mettre la Bible, vous pouvez mettre le Télé 7 jours si vous voulez. Et là, il me regarde, pensant à une plaisanterie évidemment, mais je dis non, je suis très sérieux. Non pas que je cherche à profaner, mais mon serment vient de mon cœur, il ne vient pas du livre que vous mettez en dessous. Ça fait 30 ans, ça fera 30 ans dans un an. Je crois que 30 ans après, je serai capable de sortir la même chose, parce que la spiritualité, et là je répondrai plus tard à la coexistence, mais la spiritualité, elle est selon moi, et j'ai entendu la même chose de nos conférenciers, elle est dans notre cœur. Et c'est comme ça qu'on m'a laissé à la porte, parce qu'évidemment, on n'a pas voulu de moi, puis on m'a dit, il va attendre un an. Et puis d'un an, j'ai attendu quasiment une dizaine d'années. Et j'ai mis du temps avant de rentrer, mais j'y pense toujours. Et chose amusante, la vie est coquine. Je me demande s'il y a un animateur qui s'occupe de tout ça là-haut, ou si c'est tout simplement moi qui l'attire, et c'est vrai. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça, mais je pense que
Enfin, si quelqu'un dans la salle a une réponse, je vais lui laisser le micro avec plaisir. Quelques années après, je me suis retrouvé, non pas en France, mais au Maroc, à Casablanca, Jacques l'a dit, et je me suis retrouvé à prêter le fameux serment. Et en dessous, qu'est-ce qu'on avait mis à votre avis? Vous êtes coquin, vous aussi, oui. Non, non. Il y avait tout simplement les 3 livres. Eh oui. La vie est amusante. La vie m'avait amené les 3 livres. J'étais dans un pays musulman avec un vénérable juif, des frères chrétiens, certainement quelques-uns qui doutaient, qui n'avaient pas forcément de religion, et j'avais les 3 livres. Et j'ai posé la main dessus, et j'ai prêté mon serment. Et c'était très très bien ainsi. Donc des fois, et c'était ma question, c'est le travail commence quand? Eh bien, il commence à partir du moment où notre conscience se projette dans ce qu'on va faire. Il y a une chose que Pierre n'a pas dit, c'est quand 2 maîtres très élevés combattent, ils peuvent rester des heures l'un en face de l'autre, il n'y en a pas un qui bouge. Et ils ne bougent pas. Pourquoi? Parce que le premier qui bouge va rompre l'harmonie. Donc, celui qui bouge a déjà perdu. Gagner est de ne pas bouger. Alors, pour arriver, là c'était l'entrée en matière, pour arriver à la maçonnerie, je dois vous parler dans le premier tiers du mythe. Oui, il te reste 10 minutes. Hein. Oui, oui, bien sûr, ça va être très très vite, je vais accélérer, je vais parler beaucoup plus vite. Ça va être très compliqué pour moi de vous parler de l'histoire maçonnique, parce que c'est au moins 4 siècles, et je vous fais grâce des Templiers avant, et on peut remonter jusqu'à Noé. Et si vous le souhaitez, il y a même des maçons qui vont demander à ce qu'on remonte jusqu'à Adam. Ça ne va pas être facile de refaire l'histoire de l'humanité. Donc, la maçonnerie, historiquement, et je ne suis pas maçonnologue, le maçonnologue étant un spécialiste de l'histoire maçonnique, ce n'est pas du tout mon domaine, je dois vous avouer que ça ne m'intéresse pas, enfin ça m'intéresse en divertissement, mais s'intéresser à un art, enfin lire des livres sur l'eau, sur l'histoire des champions de la natation, ça vaudra jamais un petit plongeon dans une piscine. Moi j'essaye de nager, mais c'est difficile de ne pas savoir ce qui s'est passé avant. Alors, pour faire rapide pour ceux qui ne seraient pas bercés dans les arcanes de nos loges, la maçonnerie est partagée en 2 grandes familles. Et c'est là où il y a une réelle confusion. Il y a la famille de ceux qui sont dans le sociétal, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'en changeant l'extérieur, ça va améliorer leur intérieur, ben, un petit peu comme les arts martiaux. Il y en a qui pensent qu'en travaillant sur le physique, ça va travailler sur l'intérieur. Et d'autres, c'est le contraire. Ils pensent, et ce sont les symbolistes, pensent qu'en travaillant sur eux-mêmes au travers, et là, ils sont ensuite divisés en familles, en sous-familles, en travaillant sur du symbolisme, et là, on ne les retrouve jamais dans des manifestations. Dans l'horloge, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de caisse de retraite. Et pas de religion. Et pas de religion non plus, parce que c'est autre chose, la religion. On va en parler juste après. Alors, le sociétal se partage en 2 parties, elle aussi. Ceux qui sont sur les faits de la société et les autres sur le social. Le fait de la société, ben, il suffit d'ouvrir son journal, on en a plein, voilà, c'est écrit dedans. Et le social, c'est on doit aider l'humain. Et on agit sur l'humain. Ça ne veut pas dire qu'un maçon qui travaille sur le symbolisme ne travaille pas sur l'humain, mais il ne le fera pas par l'extérieur, pas tout de suite, il va le faire après. Et ensuite, les symbolistes sont partagés entre ceux qui travaillent sur le symbolisme pur et d'autres dans l'ésotérisme. Et là, on peut aller dans des choses un peu barrées. On a de tout. Donc, quand on dit « nous avons 2 maçons », ils sont pareils. Oui, ils sont pareils. On est sûr d'une chose, ils n'ont pas posé la main sur un télé 7 jours, mais sur quelque chose. Ça peut être un livre blanc, ça peut être des constitutions dans certaines obédiences, ça peut être les livres, les grands livres. Ils ont posé la main et prêté un serment. Le serment de la franc-maçonnerie. C'est le seul point commun dans certains cas. Parce qu'ils ne pratiquent pas la même chose,
Mais étonnamment, ça fonctionne depuis plusieurs siècles, ça continue, on ne sait pas combien de temps ça va continuer, on ne sait pas quelle forme ça va prendre. Le danger qu'on a en maçonnerie aujourd'hui, parce qu'on en a, comme pour les religions, c'est ce que disait le frère Pascal tout à l'heure, et je dis frère dans les deux sens, c'est l'unification. Et oui, il y a des grands fous, ils n'ont pas tous une petite moustache et une mèche, qui rêvent de tout unifier pour que tout soit pareil. C'est super, le matin, tous même chose. Ben oui, en Chine, on a connu ça. Tout le monde avait le même col, tout le monde avait la même couleur de chemise. Voilà. La maçonnerie, si elle est vivante aujourd'hui, et je ne pense pas que qui que ce soit dans la salle pourra me dire le contraire, c'est parce qu'elle est plurielle. Elle est plurielle, c'est un écosystème très complet, avec des gens qui pratiquent pour eux, d'autres qui pratiquent pour l'autre. À partir du moment où tout le monde se respecte, à partir du moment où tout le monde respecte le principe de fraternité, la maçonnerie avance et fait son chemin. À partir du moment où on se compare, et c'est le sage Thich Nhat Hanh qui disait ça, qui disait il y a 3 complexes dans l'existence, le complexe de supériorité, le complexe d'infériorité, et le troisième beaucoup moins connu, le complexe d'égalité. Et à partir du moment où on veut tous être égaux, eh bien c'est très bien sur le papier, et c'est bien pour les rapports sociaux, mais quand on doit tous se ressembler, il n'y a plus qu'un humain, mais c'est un peu comme la notion du couple. Un couple, c'est ne faire plus qu'un, et la question que rajoutait, je crois, Sacha Guitry, ou je ne sais plus qui dit, oui, mais lequel des deux? Voilà. Eh bien, c'est la même chose en maçonnerie. Si c'est ne faire qu'un, c'est quelle maçonnerie? Donc, ce n'est pas possible. Donc, la maçonnerie doit être plurielle, doit être complexe, et il doit respecter toujours ses fondements le fameux serment, le respect de l'autre, le travail sur le respect d'abord de soi-même, le travail d'un mot qu'on entend assez souvent dans les loges, qui est aujourd'hui totalement galvaudé, le mot d'amour. Voilà, j'entends à la fin des travaux, quel moment d'amour. Quand on a ressenti ça, on se dit, voilà, ça c'est gagné, et c'est le moment d'amour pour soi-même, l'autre à côté, il ne ressent rien, c'est l'autre qui a ressenti ça. Alors, historiquement, je vais vous le faire, mais alors très vite, parce que ce n'est pas très intéressant, les premières traces de la franc-maçonnerie, de la première loge, il semblerait que ce soit début 1390, avec le manuscrit Regius. On sait historiquement ce... Alors maintenant, d'autres vont dire, oui, mais on a retrouvé un peu avant. Bon, ce sont les premières traces. La première loge, elle naît en Écosse, elle n'est pas en Angleterre même. En 1599, c'est Mary's Chapel qu'on peut... on parlait du Puy du Fou tout à l'heure, c'est la même chose. On peut aller en Écosse visiter cette chapelle. Aujourd'hui, elle se visite, c'est un lieu de pèlerinage. Ensuite, et là, en maçonnerie, on entend parler de ça régulièrement, la première grande loge. Alors pour ceux qui ne sont pas bercés dans la franc-maçonnerie, une loge, c'est un regroupement de maçons qui se réunissent dans un lieu avec des pratiquants, un rite, un collège, c'est-à-dire une organisation, une répartition des missions de chacun, et puis les autres qui sont sur les colonnes. Tout ça, ça tourne régulièrement. Il n'y a pas de chef durablement, enfin dans les loges normales. Oui, il y a des loges anormales, mais pensez bien, dans votre corps en ce moment, il y a des cellules anormales aussi. Et oui, et heureusement qu'elles sont là, mais elles sont en train de mourir et elles se régénèrent. Eh bien, la maçonnerie, c'est la même chose. On a 4500 loges en France, et on a des loges qui sont des petits cancers. Petit cancer, c'est une cellule qui ne veut pas mourir. Ben là, on a des loges qui ne veulent pas mourir, et puis il y a le vénérable qui dit, il est à moi le maillet, il est à moi, et puis il est prêt à tuer tout le monde pour le garder. Et donc, il y a des histoires comme ça. Mais ça arrive aussi, mais ça arrive partout. C'est le propre de l'humain. Alors, la première grande loge, elle, on la date, alors ça c'est assez amusant, on la date le jour de la Saint-Jean, 1717, et c'était donc le 24 juin. Le seul problème, c'est que l'Angleterre, à cette époque, ça fait un peu rire les historiens, l'Angleterre, à cette époque, était toujours sur le calendrier julien. Et le problème, c'est que ça ne correspondait pas du tout, la transcription de la date ne correspond pas du tout. Donc en fait, on dit le 24 juin 1717, apparemment, le calendrier anglais fait que c'était le 3 juillet. Donc
historiquement, ça repose là aussi, non pas sur une vérité historique, mais sur un mythe, parce qu'on a besoin de mythes. Alors, sur quoi repose la franc-maçonnerie? Sur un point où tout le monde est quasiment d'accord, la géométrie sacrée. Alors, comment naît la géométrie sacrée? Eh bien, il me semble que toutes les religions et toutes les non-religions dont nous a parlé tout à l'heure le professeur, ce qu'ont fait les Égyptiens, ils ont regardé, ils ont levé les yeux, ils ont vu une voûte étoilée, ils ont vu un soleil qui se déplace, et on a vite compris le principe de la photosynthèse, et compris rapidement que si le soleil n'existait pas, nous ne sommes plus là. Et ce rythme solaire, selon mon observation, a influencé quasiment toutes les religions, directement ou indirectement. Eh bien, la franc-maçonnerie est totalement influencée par le soleil, à tel point qu'il y a même des obédiences, des loges, des rites plutôt, qui organisent justement des fêtes au soleil. Et oui, on appelle ça dans certaines la Saint-Jean d'été, la Saint-Jean d'hiver. Et oui, c'est le Sol Invictus à partir du 24, enfin 21-24 décembre. Le soleil renaît, il est victorieux, il va renaître. Mais nous sommes tout simplement faits de cellules, de chair, et on observe ce qui se passe autour, on sent ce qui nous fait vivre, et à partir de là, on crée des rites et on donne du sens. Il me semble que nos religions, assez souvent, et je dis religion et spiritualité, je vais dire les deux, c'est un petit peu l'histoire du type qui tire une flèche sur le mur, qui sort le pot de peinture et qui fait la cible juste autour après pour donner du sens. Mais initialement, et oui, d'ailleurs, prenez bien, dans le christianisme, on parle du péché. Péché vient de peccatus. Peccatus signifiait viser à côté de la cible. Et si c'est viser à côté de la cible, ça ne veut pas dire être un mauvais tireur en kyudo chez les Japonais. Ça veut dire tout simplement ne plus être dans l'alignement, ne plus être au centre. Et si on ajoute à ça que la vérité que chacun cherche se dit initialement à l'étaïa, qui veut dire lever le voile sur ce qu'on a oublié, eh bien, la démarche initiatique consiste tout simplement, ça prend 20 ans, c'est pas très long, à faire un chemin intérieur pour se rencontrer. Alors, le problème, c'est quand on fait le chemin extérieur pour aller rencontrer un divin, parce qu'on peut passer toute sa vie à rencontrer un divin avec une production mentale qui ressemble. Alors, donc, Dieu ressemble, il a une grande barbe, il a ci, là, puis on passe sa vie à chercher. Il était tout simplement à l'intérieur. Et je crois que toutes les religions, et là c'est ma réponse avant de continuer sur mon propos, toutes les religions, toutes les voies spirituelles ne disent toutes, avec des mots plus ou moins différents, la même chose, c'est maison. Comment fait-on pour retourner dans la maison? Et il me semble que quand on retourne dans la maison, on est dans l'alignement. Et c'est pas chez un maçon, mais c'est chez Gandhi que je prendrais. C'est l'harmonie, c'est quand ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on pense sont en cohérence. Eh bien, cette cohérence, c'est la fameuse rectification dont on parle en maçonnerie, où on taille la pierre, mais on ne taille rien du tout, parce qu'à force de tailler la pierre, on n'a que de la poudre. Et quand ça sent la poudre, c'est pas très bon signe. Il me semble que tailler la pierre, c'est regarder sa pierre à un moment donné et l'aimer comme elle est. Et à ce moment-là, il n'est plus besoin de la tailler, puisqu'elle est parfaite. Et parfaite, c'est deux mots, hein, pas un seul, pas refaite. Elle est à l'état brut. Et réussir à s'aimer à l'état brut, c'est pas facile, c'est un très 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 long chemin, et un chemin qui nous ramène bien souvent sur le point de départ. Alors, comme il me reste 3 minutes, je vais continuer. Exactement. La franc-maçonnerie, elle, dès le départ, repose sur un principe d'une dramaturgie. Là, j'ai sur ma droite un caméraman qui travaille très activement sur ce sujet, sur les principes de dramaturgie, puisqu'il est réalisateur quand il n'est pas ici. Et on en discute assez régulièrement, et je le rejoins, il m'a beaucoup influencé dans cette pensée, c'est si on avait eu beaucoup d'argent en franc-maçonnerie, beaucoup de monde,
on aurait fait venir Cécile B2000, on aurait fait un péplum énorme avec 10 000 enfin des figurants, on aurait écarté la mer Rouge, et là on faisait le principe de la Renaissance. Sauf qu'une loge, c'est constitué de 10, 20, 30, 40 personnes, on n'a pas beaucoup de moyens. Alors on est obligé de trouver une dramaturgie simple, qui a besoin de peu de moyens, peu de décors, mais des choses simples. Et cette dramaturgie sacrée repose sur un ou plusieurs principes. Un principe majeur, c'est la construction du temple. Un architecte qui, à un moment donné, disparaît. Et le besoin de continuer, c'est-à-dire de travailler avec le principe de substitution. C'est important, ça, la substitution. Et oui, comment fait-on pour continuer et ne pas être désespéré? Comment fait-on pour continuer à vivre quand l'animateur n'est jamais venu nous voir, ça a été dit au début, et qu'on n'est même pas sûr de le rencontrer quand on va partir? Ça, c'est un réel problème d'être désespéré sur Terre. Beaucoup ont écrit. La maçonnerie, elle, travaille sur le principe de substitution. Et ce principe de substitution repose sur un mot qui est un peu complexe, qui se dit palingénésie. La palingénésie, c'est, chez les chrétiens, on appelle ça, c'est écrit dans la Bible, l'apocatastase. Ce principe, donc c'est pas la maçonnerie ne l'a pas inventé, d'ailleurs elle n'a rien inventé, la franc-maçonnerie. C'est le principe du mourir pour renaître. Mais pas le principe de métempsychose qu'on retrouve chez Platon, le principe de la transmigration des âmes, pas du tout. C'est un principe d'accepter la mort pour renaître. Alors accepter la mort pour renaître n'est jamais et en aucun cas chez les maçons, je vais mourir dans 40 ans et super, je vais renaître ailleurs. Non, non, la maçonnerie ne parle jamais de la mort, jamais de l'après. Elle ne parle que du maintenant. Et mourir la renaissance, c'est le mourir à chaque seconde qui est en train de passer et accepter d'être toujours dans ma verticalité dans cette nouvelle seconde. C'est un principe de renoncement à l'attachement du passé et le renoncement à la projection dans le futur. Ce qui ne signifie en aucun cas que le maçon ne se projette pas. Quand on construit un temple, il faut bien se projeter, on a des plans, on a une route. Mais il reste que chaque pas qui nous conduit sur cette route est vécu dans l'instant présent. Et il me semble, c'est ma lecture, et je ne peux parler qu'en mon nom, d'autres maçons viendraient là, on aurait certainement une autre. Le principe maçonnique est un principe simplement d'apprendre, j'ai presque envie de reprendre le mot d'un de nos comédiens qui est décédé il y a quelques années, Giraudot, Bernard Giraudot. Je vais partager ça s'il me reste quelques petites secondes. Il y en a qui ont été plus longs que moi, hein. Je vais m'accorder quelques minutes. Bernard Giraudot, dernière interview sur France Télévisions. Le journaliste lui dit, Monsieur Giraudot, que vous a apporté votre cancer? C'était sa dernière apparition télé, il est mort peu de temps après. Giraudot réfléchit et il dit, ça m'a appris à me désespérer. Le journaliste dit, je ne comprends pas, vous désespérez? Il dit oui. Aujourd'hui, je n'ai plus aucune attente, je suis heureux de vivre dans le moment présent. Et la problématique, il me semble, de l'humain, mais là on est dans une problématique métaphysique et philosophique, c'est qu'on est dans l'espérance et l'espoir, les deux. Même si on retrouve l'espérance en maçonnerie, et les maçons connaissent bien ce mot, il me semble que d'accepter qu'ainsi soit-il, et je ne reprends pas le ainsi soit-il de l'Église chrétienne, je prends le ainsi soit-il qu'on retrouve sur le tableau de loge de ceux qui travaillent au rite émulation, c'est il est. Il est quoi? Il. Qui? On ne sait pas. C'est ainsi, on l'accepte et on est. Et à partir du moment où on accepte ça, quand le maçon accepte ça, à ce moment-là, il se remplit de lui-même, et en se remplissant de lui-même, il peut partager avec les autres. Ce qui, et là il me reste une minute, je vais l'utiliser pour parler du chemin maçonnique, je conclurai avec ça. Le chemin maçonnique n'est pas de rentrer dans une loge et d'expliquer ce qu'est l'unité simplement par des explications ou la révélation d'un secret, il n'y en a pas.
Le chemin maçonnique, c'est de comprendre que nous sommes tous initialement enfermés dans le principe de dualité. C'est propre à l'humain, ça. C'est ce sur quoi repose la politique, le sport, la vie moderne. Et conduire les gens de la dualité au un, le un, l'unité étant dans certains cas Dieu, on va appeler ça la cime ici, c'est impossible. Il faut avoir une élévation. Si on passe de la division à l'unité, on va fétichiser son Dieu parce qu'on ne l'aura pas intégré dans son cœur, on n'aura pas eu de pratique. Et pour pouvoir aller du 2 au 1, il faut faire un chemin inverse et partir dans l'autre sens. Et pour partir dans l'autre sens, on ne part pas du 2 au 1, mais du 2 au 3. Et le 3, c'est le principe ternaire de spiritualité qu'on retrouve partout. Ça, c'est l'apprenti en maçonnerie. Une fois qu'il est passé au 3 et qu'il est centré, il retourne à la matière, le 4. Ça tombe bien, c'est le grade de compagnon, c'est l'autre. Et l'autre, il va se nourrir de sa spiritualité, de la spiritualité de celui de droite et de gauche. Et à ce moment-là, on l'a dit tout à l'heure, quand il est dans la spiritualité et l'horizontalité, il y a un point de croisement que dont notre rabbin nous a parlé tout à l'heure. Et ce point de croisement en maçonnerie, c'est ce que font les enfants quand ils font du découpage de deux bandes. On prend deux bouts de papier, on les colle et on les assemble. Et quand on les assemble, les enfants disent « c'est marrant, ça fait un cube ». Les maçons disent « c'est marrant, ça fait une pierre cubique ». Et donc, l'assemblage de la spiritualité et de la matière ne transforme pas l'être humain. J'ai le sentiment, et sur ça que je travaille depuis maintenant une quarantaine d'années, ça le transmute. Dans un premier cas, on travaille sur de la forme, ce qui est mortel. La transmutation, elle, ne l'est pas puisqu'on travaille sur l'énergie. L'énergie et la conscience. Et à partir du moment où on est sur la conscience, c'est le seul moyen de se centrer et de se connecter avec respect et renoncement à tout ce qui nous entoure pour vivre l'inéluctable, c'est-à-dire l'avancée vers la mort, puisque je connais personne aujourd'hui qui y échappe. Et même Larry Page et Sergey Brin, les deux dirigeants, ou Elon Musk chez Tesla, les deux premiers étant les patrons de Google, qui travaillent au transhumanisme et à la mort de la mort, eh bien, la mort de la mort est une hérésie, c'est de la repousser simplement. Donc, si au lieu de me coucher ce soir à 11 heures, je me couche demain matin à 8 heures, je suis juste un peu plus fatigué, mais ça ne changera pas grand-chose, je finirai par aller au lit. Eh bien, un jour, je finirai par aller au lit définitivement, comme tout le monde, mais j'aimerais bien qu'entre les deux, c'est-à-dire qu'entre maintenant et ce moment où je fermerai mes yeux, j'ai laissé une trace et j'ai pu transmettre par le partage et nourrir l'autre. Parce que si j'ai pu nourrir l'autre, je me suis nourri. Et en me nourrissant de la nourriture donnée à l'autre, j'obtiens beaucoup plus de bonheur, je ne parle pas de plaisir, mais de bonheur, parce que ça me centre et ça m'enracine plus encore, et ça donne un sens à mon statut d'être humain. J'avais plein d'autres choses à vous dire, je me suis laissé emporter par le discours et tout ce que j'avais dans mon cœur. Je vais arrêter là et on va laisser les questions. Voilà. On va l'applaudir pour ces belles relations, ces belles paroles. Juste la première question d'un animateur taquin qui te connaît bien. Je vais donc essayer de t'ennuyer. J'ai vu que sur le site Média Presse Info, il a écrit en octobre 2018, ce site Média Presse Info, nom de domaine au nom de Civitas. Je cite, le colloque spiritualité et coexistence, atout de la propagande en faveur du syncrétisme religieux cher au nouvel ordre mondial. Et la question que je te pose, c'est Franck Foucret appartient-il au nouvel ordre mondial et est-il un partisan du conspirationnisme? C'est très compliqué parce que tout de suite, je vais répondre oui et non. En fait, j'ai une partie de moi normande, hein, j'y peux rien. Conspirationniste. On va commencer par la fin. Il y a des choses que j'entends. Je me dis, est-ce bien les avions qui ont fait tomber les tours? Parce que j'ai vu d'autres choses qui disent le contraire. Je me questionne. Est-ce qu'on n'a pas intérêt parfois est-ce qu'il n'y a pas des choses, des conspirations, comme on le dit? Je suis allé chercher, j'en ai trouvé. Donc, oui, je pense qu'on ne sait pas tout.
Et je pense que c'est, voilà, ça m'échappe et je ne sais pas. Alors, est-ce que je suis conspirationniste personnellement? J'ai autre chose à faire en fait. J'ai vraiment un autre travail. Alors, je pense que personne n'est très bon, personne n'est mauvais. J'ai écrit dans un de mes bouquins que Elliot Ness, tout le monde connaît Elliot Ness et tout le monde connaît Al Capone. Al Capone, qui était le méchant pendant la Prohibition dans les années 20, en fait, en 29, a ouvert une cantine et entre 29 et 30, il a offert 150 000 repas. Donc c'est un salaud qui faisait comme Coluche, il avait créé les Restos du Cœur. Elliot Ness, qui est un type super qui chasse la prohibition, on apprend qu'en 1945, il démissionne de la police parce qu'il a écrasé une femme un jour où il était ivre au volant. Voilà. Il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui est... Voilà. Il faut ne pas cristalliser. Voilà. Et ben c'est la même chose chez les maçons. Un maçon, c'est quelqu'un qui travaille par définition sur ses passions. Il essaye de creuser des tombeaux pour les vices et d'ériger des autels à la vertu. C'est une phrase qui nous est chère. Eh bien, à partir du moment où on part dans le bon sens, c'est-à-dire le respect de la vie, le respect de soi et le respect de l'autre, voilà. Maintenant qu'il y ait des organes de presse ou autres qui écrivent ce genre de choses, eh bien, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un écosystème chez les maçons avec le meilleur, avec des choses qui le sont un peu moins. Je pense que dans la presse, c'est la même chose. Voilà. Bonsoir, Franck. On va pas faire comme si on ne se connaissait pas, je vais donc te tutoyer. Je voudrais revenir au thème de la spiritualité, de la coexistence et des chemins et du but, ou éventuellement des buts. Tu as dit tout à l'heure que la spiritualité et les religions tendaient à une espèce d'harmonie, et la franc-maçonnerie en faisait partie, avec cette verticalité, une espèce d'équilibre, de sagesse, et on a entendu effectivement un désir d'harmonie dans les différentes interventions. Moi, j'ai un petit problème. C'est que je voudrais faire une petite analogie entre la spiritualité et la démocratie. Je vais me citer moi-même en disant que j'ai écrit et fait dire à un comédien dans un de mes films, la démocratie est un cadre qu'il est très facile d'investir à des fins anti-démocratiques. Et nous sommes tous d'accord là-dessus. Eh bien, je pense qu'il en est de même pour la spiritualité. La spiritualité est un cadre qu'il est en fait très facile d'investir à des fins anti-harmoniques. Et j'en tiens pour preuve l'ensemble des religions, qu'on le veuille ou non. Car je ne connais pas de religion qui n'ait pas comme un désir d'imposer un modèle de société. Tous les pays dirigés par des religieux imposent des façons de penser, de vivre. Elles imposent à des femmes des conditions de vie qui nous semblent d'ici inacceptables. Et parmi les religions, il y a, dont je posais tout à l'heure la question au frère Pascal sur quel était son Dieu, et j'ai bien aimé sa manière de répondre, mais c'était voté en touche. Dieu, selon moi, pour la religion catholique chrétienne, n'est pas juste un moyen de s'atteindre soi-même. Non, non. C'est d'imposer aux autres une façon de vivre. Et la plus belle et la première grande, immense table d'écoute qui a été inventée, elle a été inventée par l'Église catholique. Ça s'appelle le confessionnal. Ça permettait de savoir ce qui se passait à l'intérieur de chaque maison. Donc, en fameuse quête de spiritualité, je trouve que oublier le pouvoir et le désir de pouvoir de la traduction de ces spiritualités, c'est faire un peu table rase des vrais problèmes. Je vais donc te poser une question. Une question. Est-ce qu'on pourrait éviter de jouer à tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, et de parler de la réalité, c'est-à-dire la réalité de la spiritualité, la réalité de la peur dont nous parlait Pierre, et la réalité en quoi la spiritualité est le premier moyen d'asservir les autres. Qu'en penses-tu? Alors voilà une contribution et une question qui était également une contribution, mais tu réponds si tu veux. Je suis obligé de répondre tout de suite. Je ne peux pas se retrouver la semaine prochaine.
D'abord, je ne vais pas pouvoir dire du mal de toi, parce que tu m'as fait tourner dans ce fameux film, déjà, pas très longtemps. Et surtout, je pense que je vais tourner dans le prochain, donc je ne peux pas me griller avec lui. C'est le réalisateur. Alors, mais par contre, il a accès à la table, vous voyez, il a brouillé les micros. Voilà. Merci, Peter. Oui, là, je connais ton propos, hein. On a dû passer 2h30 cette semaine à en parler, et c'est pas la première fois. Euh, c'est compliqué parce que je suis certain, enfin là peut-être pas dans cette salle, mais ça m'est tellement de fois arrivé, des salles où il y avait des profanes, et des gens qui arrivaient avec des a priori, et qui m'expliquaient à quel point les maçons sont dangereux. Et qui m'expliquait avec des exemples très précis, sans parler de la loge P2 en Italie dans les années 80, sans parler des malversations qui ont été faites dans telle ou telle région avec des escroqueries, etc. On passera sur toutes ces histoires. On a tout, partout, partout, dans toute organisation, dès qu'il y a du pouvoir, c'est-à-dire de la reconnaissance, de l'argent, de l'illusion de reconnaissance, il y a forcément des gens qui se battent et, comme je l'ai entendu tout de suite, le mot est parfait, des dérives. Voilà. Donc, ça existe en franc-maçonnerie, ça existe en religion, et la religion est un instrument de pouvoir parfait. Comme l'est, là, tout à l'heure, on a un frère qui nous a dit qu'il s'était recyclé dans la finance. Ben, parlons de la finance, les abus de la finance. Donc, on peut parler de tous les abus, on peut parler aussi des choses bien. Alors, je vais citer pour la deuxième fois ce type avec qui j'ai travaillé, que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas maçon, Thich Nhat Hanh, qui un jour dit, un matin dans un enseignement, il était très tôt, j'ai ouvert l'œil, j'étais fatigué, à 4h30, faire méditation, et il dit, n'oubliez jamais que le lotus, la fleur de lotus, ne peut s'épanouir que dans une eau boueuse. Si vous retirez l'eau boueuse, vous tuez le lotus. Et là j'ai réfléchi, j'ai repensé évidemment au Tao, le blanc, le noir. Et je me suis dit, mais voilà, c'est la vie. Alors, il y a deux solutions. C'est est-ce que je me polarise sur les mauvaises loges maçonniques, sur les mauvais curés, sur les mauvais rabbins, parce qu'on peut en trouver, sur les mauvais imams, sur les extrémistes de toute religion, ou est-ce que je vais me polariser et je vais porter mon attention de concentration sur le lotus? Eh bien, ça c'est ton choix, Pierre. Tu as raison, il y a la boue, il y a le lotus. Si tu as envie de passer ta vie en te disant il y a les deux, il y a les deux, il y a les deux, et que la boue t'influence, t'étonne pas qu'à un moment donné, tu aies du mal à parler du lotus. Mais ça, c'est un choix que tu fais toi. Ce que moi j'en pense, c'est que les deux existent, mais j'ai envie de continuer à avancer avec l'image du lotus. Parce que l'image du lotus va s'ouvrir. Et comme on le retrouve dans certaines traditions initiatiques, je vous ai parlé tout à l'heure de la verticalité et de l'horizontalité, il y a des traditions initiatiques où on y met une rose au milieu. Pas un lotus, mais une rose. Et pourquoi la rose? Parce que quand elle meurt, elle s'ouvre et elle nous montre son cœur. Et montrer son cœur, ça veut dire qu'elle ne s'est pas refermée. Parce que j'ai quelqu'un d'autre qui un jour m'a dit, sais-tu comment se forment les épines d'une rose? Eh bien, ce sont tout simplement des boutons qui n'ont pas pu éclore pour devenir des fleurs, qui s'entourent et qui deviennent des épines. Ben, c'est un choix. Est-ce qu'on souhaite devenir l'épine? Est-ce qu'on souhaite devenir la fleur? Les deux sont utiles. Les deux font partie de l'ensemble. Tout est parfait, tout est juste. Maintenant, il y en a qui vont passer leur vie et qui vont se nourrir merveilleusement bien de la boue et d'autres du lotus. Voilà, c'est ma réponse. Je n'ai pas botté en touche. Je te dis, c'est ton choix. J'aimerais